Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule actualité politique américaine, élection présidentielle, développement politique. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a eu l'opportunité de nous remettre un peu de nos émotions des dernières journées lorsque Kamala Harris a annoncé son nouveau colistier, Tim Walz, gouverneur du Minnesota. Et, euh, et beaucoup de gens ont spéculé sur ce qui s'est passé avec, vous vous souvenez peut-être, on en avait parlé ici, la mairesse de Philadelphie qui avait dit j'appuie. Un vidéo avait fuité de son équipe dans laquelle on voyait la mairesse dire j'appuie Joe Biden pour président et j'appuie Josh Shapiro pour vice-président. Et là, les gens se posaient la question, mais dites-moi, êtes-vous dans le secret des dieux? Est-ce que c'est une façon indirecte de nous annoncer? Est-ce que c'est une fuite organisée? Ou est-ce que c'est une campagne de pression? Eh bien, semblerait-il que la réponse était, la deuxième réponse, que c'était une campagne de pression que la mairesse de Philadelphie avait faite pour tenter de forcer un peu la main de Kamala Harris pour choisir Josh Shapiro, le présenter comme inévitable. Semblerait-il que ce serait retourné contre lui, comme j'avais dit. Question de confiance. Ultimement, la vice-présidence a un impact quand même mineur sur les chances d'élection d'un candidat ou d'une candidate. Il va surtout être un choix utile dans la gestion, dans la gouvernance. Et s'il n'y a pas s'il y a pas d'atome crochu entre un candidat et son colistier, sa colistière, eh bien, ça commence bien mal. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça s'est pas super bien passé lorsque la mairesse de Philadelphie a fait cette fuite. Kamala Harris a eu l'impression de se faire forcer la main. Ça s'est retourné contre Josh Shapiro. Également, semblerait-il que l'entrevue, vous vous souvenez, en fait, semaine passée, il y a eu des entrevues. Donc, il y a eu des entrevues entre Josh Shapiro et Kamala Harris. Ça s'est pas super bien passé parce que Josh Shapiro aurait eu beaucoup de questions sur son rôle. Et on sait qu'il y a des ambitions ultérieures. Son but dans la vie n'est pas d'être vice-président. Par contre, Tim Walz, lui, son but dans la vie, c'était d'être vice-président, dans le sens qu'il a 60 ans. Ça risque d'être sa dernière. S'il est élu vice-président, ça risque d'être un peu son dernier poste électif. Donc, il était parfaitement heureux d'être aux côtés de Kamala Harris à titre de son colistier. L'entrevue se serait très bien passée. C'est quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un qui passe très bien, à tout le moins auprès de sa propre base. Il aurait dit, Madame Harris, que voulez-vous que je fasse? Je suis là pour servir. Je n'ai pas d'ambition ultérieure. Je vais être très content d'être votre vice-président. Donc, elle aurait ultimement choisi Tim Walz pour cette raison. Évidemment que, comme on avait parlé un peu des clés, vous vous souvenez des clés, les, euh, les manifestations massives des gens dans la rue qui brûlent des poubelles, ça aurait changé une clé. Cette clé aurait pu changer la présidence parce que présentement, Kamala Harris l'emporterait par le minimum de clés. Donc, si une clé devait changer, le modèle du professeur Alan Lichtman prédirait une victoire de Kamala Harris, pardon, de Donald Trump. Donc, pour éviter un petit peu tout ça, et aussi parce que au niveau personnel, le courant n'a pas tellement bien passé, et s'ajoute à ça cette fuite. Donc, on a vu quelqu'un qui était peut-être un peu indigne de confiance, qui allait peut-être agir dans son propre intérêt plutôt que l'intérêt de la présidence. Tout ça, facteur, en fait, qu'on a choisi Tim Walz. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la théorie selon laquelle Tim Walz passe bien auprès de l'électorat des États pivots du Rust Belt. On dit, ah, mais Tim Walz, vous savez, il a été élu au Minnesota, c'est un chasseur, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui a son franc-parler, qui est très, très, très blanc, qui est très, très, très vieux, qui va bien passer. Et c'était un peu tenu pour acquis, ça allait l'aider, évidemment, on l'espère pas juste au Minnesota. Le Minnesota est un État qui n'a pas voté républicain depuis, je crois, les années 70 à la présidence, s'entend. Donc, évidemment qu'on espère bien du côté démocrate que le Minnesota va rester dans les mains démocrates. C'est pas tellement pour gagner le Minnesota qu'on a choisi Tim Walz, c'est pour essayer de, ainsi veut la théorie, remporter le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Donc, hier ou avant-hier, sur les ondes de MSNBC, il y avait Steve Kornacki qui avait fait une analyse, comment dire, quantitative pour montrer quel est le réel impact de Tim Walz. Et c'est ce que je veux vous faire, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir
On va parler d'élections, on va parler de cartes, mais je tenais quand même à vous montrer quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant. Alors, voici une carte des États-Unis, ok, l'élection de 2020. Comme vous voyez, là, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a des États rouges et des États bleus. D'abord, il y a beaucoup de rouge là, mais c'est plus subtil un peu. On voit le changement depuis 2016. Ça, c'est pas le résultat, c'est le changement. Donc, ça a voté beaucoup plus démocrate côte est, côte ouest. Ici, c'est resté pas mal pareil. Mais ça montre que les États-Unis, c'est pas aussi blanc et noir qu'on le pense. Et puis, quand on zoome un petit peu sur la carte, on voit, par exemple, au Texas, ben là, je vais plutôt prendre les résultats, là, mais regardez ça, c'est bleu, 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 là. Dallas, c'est super bleu. Là, je suis en train de... Il faudrait que je puisse scroller, là. Donc, Dallas, c'est bleu. Austin, c'est bleu. Houston, c'est bleu. San Antonio, c'est bleu. Donc, le Texas n'est pas entièrement rouge, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même chose ici pour la Géorgie. Regardez ici. Puis le Mississippi, là. Le Mississippi, regardez, c'est bleu et rouge, là. On dit que c'est un État rouge. Par contre, le Tennessee, vous voyez, très rouge à la grandeur. L'Illinois, là, qui est un État qui n'est jamais en jeu. Qui n'est jamais en jeu pour les démocrates. Ils votent constamment démocrates. Regardez, c'est tout rouge, l'Illinois, à part à Chicago. Donc, c'est quand même significatif. Mais il y en a une carte encore plus intéressante que j'ai trouvée. Là, c'est comté par comté, mais comté électoral fédéral, par comté électoral fédéral, avec une couleur qui change selon laquelle c'est plus rouge ou plus bleu. Donc, si on gagne à peine du côté bleu, on la met pas bleu, on la met mauve-bleu. Regardez, les États-Unis sont mauves. C'est quand même quelque chose de significatif. On tend à beaucoup présenter les choses en noir et blanc. Un État rouge, un État bleu, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc, prenez un instant, là, au pire, vous mettrez pause sur la vidéo, là, vous pourrez regarder ça d'un peu plus près. Et puis, je voulais aussi vous montrer ceci. Cette carte est quand même remarquable. On dit « Land doesn't vote », donc les terres ne votent pas. Ça peut être impressionnant de regarder une carte comme ça, puis de regarder tout le rouge qui a passé sur la grandeur, mais ça, c'est par centre de population. Voyez-vous un peu? Regardez les gros centres bleus, là. C'est un peu moins surprenant hein, quand on voit ça que les démocrates soient compétitifs alors qu'ils ont seulement quelques États. Ils sont compétitifs dans les États qui ont beaucoup de gens. Le Wyoming, là, c'est peut-être tout rouge, mais regardez le Montana. C'est peut-être l'État, je crois, le moins densément peuplé. Peut-être avec l'Alaska. L'Idaho, même chose. Alors c'est nuancé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était l'évolution des cartes des élections passées au Minnesota. Puis là, juste pour vous dire, là, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble dans les soirées électorales. Alors, on va regarder ça comté par comté. Les résultats du Minnesota, parce que le gouverneur du Minnesota est élu pendant les midterms. Chaque État vote pour ses gouverneurs à différents moments. Je vous ai expliqué, je vais quand même vous le rappeler une fois de plus. Il y a des élections aux 2 ans aux États-Unis, à part les élections spéciales, puis à part quelques bizarreries. Là, je vous épargne les détails. Là. Retenez qu'il y a des élections aux 2 ans. La Chambre basse, la House, 435 comtés fédéraux, les comtés fédéraux qu'on a vus ici, ici, là, ça c'est... non, ça c'est vrai, ça c'est des plus petits districts. Mais enfin, il y a 435 sièges fédéraux à la Chambre. Ils sont remplacés à tous les 2 ans. Ainsi qu'à tous les 2 ans, on remplace le tiers du Sénat, car les mandats d'un sénateur, c'est 6 ans. Les mandats d'un membre de la Chambre basse, c'est 2 ans. Et les mandats d'un président, c'est 4 ans. Donc, aux 2 ans, on réélit toute la Chambre, on élit un tiers du Sénat, donc 33 sénateurs, ou 34, une année sur 3, là, une élection sur 3. Puis, on élit le président une fois aux 4 ans. Donc, aux 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et puis là, on élit aussi les gouverneurs, on élit les chambres basses des États, les sénats des États quand il y en a. On élit... ça descend, là. Il y a procureur général, il y a des juges qui sont élus. Ça descend jusqu'à conseillers municipaux, conseils scolaires. Je pense qu'il y a du monde qui disent même dog catcher. Là, je pense que c'est pas une exagération. Il y a même des places qui votent pour les préposés à la fourrière. Donc, aux 2 ans des élections, puis là, j'ai fait l'exercice de vous montrer. Ça, c'est l'élection du gouverneur du Minnesota. OK, en 2022. Ça, c'est la carte du Minnesota que Tim Walz, qui soi-disant va nous aider à faire des gains avec l'électorat du Wisconsin. Puis ça, c'est la carte de Biden en 2020.
Là, si vous êtes attentif, vous allez remarquer, là, la carte est essentiellement identique en termes de qu'est-ce que le gouverneur a remporté, qu'est-ce que le gouverneur n'a pas remporté. Puis pire que ça, comme tous les autres États que je vous ai montré, c'est que le vote démocrate est concentré dans les villes jumelles de Minneapolis et Saint-Paul, avec un autre centre de population près de Rochester. Et puis, les républicains ont remporté le reste. Mais ce qui est bien intéressant, là, c'est de dire, bon, alors, soi-disant que Tim Walz va aller nous chercher les gens qui habitent ici, c'est-à-dire les cols bleus, les blancs, qui sont le même électorat que dans les États pivots de Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Mais moi, on va en prendre au hasard, là. Le comté de Cass, on voit ici Trump remporte par 29 points, plus ou moins. 29%. On va voir ici, là, Cass, à l'élection de Tim Walz. Eh bien, il a perdu le comté par 30 points. Donc, il a non seulement pas fait mieux que Biden dans ce comté-là, il a fait légèrement pire. Mais là, c'est pas tout à fait ça. On va regarder Otter Tail. 65-31, donc plus 34 ici pour Tim Walz. Otter Tail plus 32 pour Biden. Donc encore une fois, Biden fait légèrement mieux. On va prendre un autre comté, encore une fois au hasard, là, je n'ai pas préparé ça. Là. Trump 56,8, donc plus 16. Trump plus 16 ici. Ça, c'était en l'élection de 2020. C'était quel comté, j'avais dit? Pardon. Norman, OK. Ben, Norman ici, plus 20. Plus 20. Donc, Tim Walz ne fait pas mieux que le candidat démocrate à une élection présidentielle dans son propre État, auprès de ses populations clés, là. Donc, ça vaut quand même la peine de mentionner ça parce que j'avais aussi gardé... il avait fait mieux en 2018, Tim Walz, on va se le dire, là. On regarde, par contre... pardon, là, je vais juste sortir un peu. On va juste regarder la carte, égalité ici, là, plutôt que perdre par 30 points. On voit la carte est quand même un peu plus bleue, là. Donc, la course en 2018, oui, il avait mieux fait, mais on voit aussi que cette élection-là, le Wisconsin était bleu, le Michigan était bleu. Donc, c'était une élection qui était mieux allée pour les démocrates. C'était les midterms du premier mandat de Trump, et on se rappelle que ça s'est pas bien passé du tout pour le président. Et puis, l'élection de Hillary Clinton, encore une fois, ça c'est la carte qu'on connaît. Pourtant, c'est 2016. Puis, regardez Norman. Ici, on a plus 13. Donc, ça s'est empiré. Ça s'est empiré là, dans plusieurs de ces comtés-là. C'était plus serré quand même. Les démocrates étaient plus compétitifs. Puis, depuis l'arrivée de Trump, ils sont beaucoup moins compétitifs. Et les nouvelles du côté démocrate, c'est que dans son propre État, où il est populaire, il faut le dire, le gouverneur Tim Walz n'a pas offert au ticket démocrate plus de points. N'a pas remporté des comtés différents et dans les comtés qu'il a perdus, n'est pas allé chercher une plus grosse part du vote. Donc, ça tendrait à confirmer ce qu'on dit des candidats à la vice-présidence, c'est-à-dire qu'ils n'ajoutent pas grand-chose nécessairement au ticket. Donc, voilà, je tenais à vous dire que c'est ça, Tim Walz, quand même, est surtout là pour la gouvernance. Et évidemment, on fonde des espoirs sur lui. On espère qu'il va être capable d'être le médiateur entre Kamala Harris, qui est un peu le stéréotype de l'élite de la côte, là, et c'est ce qu'on dit aux États-Unis. Là, la côte Est et la côte Ouest, là où toutes les grandes villes sont, c'est là que les élites intellectuelles sont, les élites détachées des gens. Kamala Harris, de plusieurs façons, incarne cette élite-là. Et là, n'a pas, je vous l'ai dit, n'est pas nécessairement, on appelle du retail politics aux États-Unis, donc cette habilité de faire de la politique de détail, là, aller voir des personnes, connecter avec les gens. Aux États-Unis, il y a beaucoup le critère d'avec qui aurais-je envie de prendre une bière. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui ont envie de prendre une bière avec Kamala Harris. Là. Donc, on espère que Tim Walz va faire cette médiation-là, mais si on regarde du strict point de vue statistique, ce n'est pas si prometteur que ça, c'est loin d'être gagné. Donc, on va prendre, si vous voulez, un autre comté au hasard, Jackson. Ça, c'est l'élection de Tim Walz. Alors, il a perdu le comté de Jackson par 37 points. Et lors de 2020, il faudrait que je le retrouve. Je suis drôle.
C'est parce que les cartes sont un peu pas tout à fait à la même échelle. C'est le dernier ici en bas. Je comprends pas pourquoi il apparaît pas. Ah, Jackson, voilà. 37 points exactement. Exactement le même score. Donc, vous pouvez le faire à la grandeur. Vous allez sur cnn.com/élection/l'année de votre élection/results. Puis là, vous pouvez mettre président, gouverneur, machin. Puis ça va vous conduire à ces pages-là. Vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez regarder État par État, comté par comté. Vous allez constater, Tim Walz n'a pas été une plus-value pour le côté démocrate. Et je pense que c'est très, très, très significatif de le mentionner. C'est pas lui qui va nécessairement changer la donne. Et puis ceux qui disent que les vice-présidents, ça change presque rien, ont probablement raison. Alors, voilà, chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous savez, je me fais traiter, je me fais accuser pas mal dans les commentaires des fois d'être biaisé pour les démocrates. Probablement qu'au niveau personnel, mes valeurs rejoignent plus celles du Parti démocrate. J'essaie quand même d'être objectif, le plus objectif possible. Je ne crois pas à la capacité humaine d'être objectif, là, mais vu que ça me touche de moins près, même si comme Canadien, ça me touche quand même beaucoup, j'essaie quand même de rester cérébral là-dedans. Puis c'est là que peut-être qu'aujourd'hui, ça va peut-être prouver un peu le côté un peu plus scientifique de ma démarche. Il n'y a aucune preuve, comme ils disent en anglais, there is no evidence, il n'y a aucune preuve que Tim Walz est un facteur quelconque dans l'électorat qu'on tente d'aller chercher dans les États pivots du Rust Belt. Peut-être qu'il a été pris pour des raisons qu'il est crédible comme porte-parole. Peut-être qu'il va être plus efficace au niveau médiatique parce qu'il a l'air d'une personne normale. Il parle comme une personne normale. Lui, c'est quelqu'un qu'on se voit peut-être aller prendre une bière avec. C'est un chasseur. Il y a toutes sortes de qualités que les gens du Midwest vont aimer. Peut-être que s'il passe à la télé, ça va mieux marcher. Mais aussi, on l'a choisi parce qu'il a pris des positions fort critiques. A demandé un cessez-le-feu à Gaza, qui est un peu là, ce qui est l'aile gauche, là, le feu qui brûle. Donc, je crois que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait ça, mais n'attendez pas de Tim Walz nécessairement qu'à lui seul aille chercher les États pivots du Rust Belt. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.